Gringo, chapitre 23, la tribu. Il a pris la main de Rani. Ils avaient voyagé ensemble à travers tant de temps et tant de pays, sur d'autres boules aussi peut-être. Ils avaient aimé, cherché, souffert, frappé à tant de portes, traversé des bûchers et des prisons, ri et recommencé encore. Et chaque fois, un vent léger effaçait les rides et les mémoires. C'était toujours nouveau. C'était toujours pareil, avec une peau brune ou blonde, des rires, des larmes, une tunique ou pas de tunique, un blue jean ou une couronne de roi solitaire, un même regard sur des sables rouges qui s'en vont dans un vent de feu, ou sur cette petite vasque de sable blanc. Un même miroitement de ciel, ici et là, sur ce grand fleuve de toutes les vies, tous les pays, comme sur ce petit igapo où montait la chanson des grillons. Et qu'est-ce qui regarde? Quelle est l'histoire de toutes ces histoires, tristes ou gaies, nues ou chamarrées? Quel est le fil? Et qu'est-ce qui n'est pas trouvé pour qu'on recommence toujours avec d'autres peines et un même regard au fond, comme d'un enfant, sur cette plage ou cette autre, qui écoute le cri d'une mouette sous le ressac, ou là-bas derrière les brumes, le cri des jarres. Toujours un cri, toujours un regard. Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui n'est donc pas là quand nous aurons tout inventé, désinventé, réinventé, couru sur le mur avec le petit chat ou plongé dans la houle avec toutes les mouettes du monde? Ah, qu'est-ce qui manque? Car Gringo, c'était l'insatiable. C'était peut-être le cri de la terre pour sa joie absolue. Une terre, à quoi ça sert si ça ne va pas à la joie? Il a pris le couloir blanc avec Rani, tandis que l'étudiant égrenait sa flûte sur un trottoir, cherchant une note, une autre note, comme à tâtons dans une prairie de rêve, cherchant la note qui jaillirait tout à coup, irréfutable, et sèmerait une aurore de petites flammèches enchantées dans son cœur et sur le monde. Il cherchait le chant du nouveau monde. Gringo est arrivé avec l'aurore dans la haute forêt stridulante. Il tenait cette main blanche aux petites lignes violettes. Elle avait les yeux grands ouverts dans ce hamac comme une barque. Elle le regardait sans un mot, sans une expression, si immobile, et du fond de ses yeux comme un lac, monté de grands siècles de flammes et de silence. C'était presque insupportable. Gringo sentait monter une flamme pareille dans son cœur, et ça montait, se gonflait d'or, envahissait son corps d'un bain de feu massif, comme si tout allait éclater. Quelque chose allait basculer. Il avait l'impression qu'il allait sortir par tous les pores de sa peau,
ou s'aplatir d'un coup comme écrasés par cette effrayante densité. Elle ne bougeait pas. Rien ne bougeait. Ce n'était pas un être qui regardait. C'était quoi? Peut-être des éternités de regards qui avaient traversé toutes les flammes, toutes les peines, toutes les morts, des déserts et des vents de nuit et des espaces, encore des espaces, et qui restaient pris soudain dans un gel de lumière et de feu, à regarder plus loin encore la lourde porte inscrutable de l'avenir. Elle poussait une porte dans le cœur de Gringo du monde. Il a cru qu'il allait défaillir. Elle a souri. Tout s'est arrêté. L'insupportable merveille s'est arrêtée. Gringo restait au bord du mystère. C'était comme un formidable carillon d'or derrière une porte. Alors les jacouilles ont repris leur mélopée plaintive sur 2 notes, toujours 2 notes. La vieille ronde mortelle a réenvahi la clairière avec le cri des haras et le murmure des hommes. « Je reviendrai cette nuit, » dit-il. Elle a secoué la tête doucement. Le cœur de Gringo s'est pincé. Il aurait tellement voulu dire quelque chose, saisir ce moment pour toujours. Ma! Il a embrassé cette petite main aux lignes violettes et il est sorti. Brujos a poussé des hurlements. Gringo a traversé tout droit la clairière sans regarder. Vritrou a bondi sur lui et l'a empoigné à la gorge. Gringo regardait sans voir. Les bras de Vritrou sont retombés comme s'il était frappé d'impuissance. Rani accourait avec une machette à la main. Elle s'est arrêtée. Toute la tribu regardait en silence. « Bande de lâches !» s'est écrié Rani. Personne n'a bougé. Psylla s'est avancée avec sa plume de toucan dans les cheveux. « Mais puisqu'on te dit qu'elle est morte, Gringo, voyons, sois raisonnable. » Gringo regardait sans comprendre. Rani restait à hésiter. Si elle bougeait, ils allaient tuer Ma et le tuer. « Tu veux prendre la place de Ma ?» reprit Psylla de son petit ton froid. « Tu veux régner ?»« Voyons, Gringo, » dit une voix dans la foule, « puisqu'on te dit qu'elle est morte, le guérisseur l'a dit. Tu veux troubler tout le monde ?»« Appelle-la, » dit Psylla. Gringo regardait à droite, à gauche. Il était comme une bête traquée au milieu de cette foule qui voulait la mort et croyait à la mort, seulement à la mort. Rien n'arrivait à sortir de sa bouche. Vritrou fit un pas en avant, les pouces dans sa ceinture. « Nous avons assez longtemps supporté cet étranger et ce rebelle, » dit-il. « Je propose que nous sortions le corps de Ma pour que tout le monde puisse voir, puis nous lui ferons un grand trou dans la clairière et nous l'honorerons comme il se doit. »
Il y eut un silence dans la clairière. « Mais elle n'est pas morte !» dit Gringo d'une voix étouffée. « Ah bien qu'elle sorte. Ah, ça suffit comme ça, Gringo. Je propose que ce moustique menteur et subversif qui veut déranger les esprits et violer la loi soit chassé de la tribu. » Brujos s'est approché derrière Psylla. « Il veut peut-être nous diviser. Il veut former une nouvelle tribu, nous voler notre territoire, nos ressources. » Personne n'a rien dit. Tout était faux et tout était devenu vrai. L'un des vieux de la tribu s'est approché. « Ne vous lamentez point, Curupira est grand, il nous sauvera. Il a pris notre mère dans sa demeure. » Gringo a regardé autour de lui. Il a regardé encore la petite hutte derrière le bois violet. Un aigle s'est mis à glatir sur la clairière. Il a tourné le dos et est parti dans la forêt. Chapitre 34. La flûte de Couigno. Rani marchait silencieusement près de lui. Elle ne sautillait pas. La forêt se refermait derrière eux comme un rideau. Gringo ne savait pas où il allait. Il allait, et la droite ou la gauche, le nord ou le sud était une même douleur. La vie était soudain une marche dans rien. Il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas d'avenir. Des arbres devant, des arbres derrière, et ce seul pas maintenant, comme dans des millions d'arbres après. Le monde, c'était cette minute nulle qui allait. C'était presque écrasant de nullité. Et pourtant ça allait, ça allait. Pourquoi ? Un moment, il eut envie de s'arrêter là et d'ouvrir ses grands yeux de néant. Mais s'il s'arrêtait, fût-ce une seconde, il savait qu'il ne pourrait plus repartir comme un lichen ou un caillou pour toujours. Cette douleur, il fallait qu'elle ait un sens, sinon c'était effrayant. Rani faisait un pas, un autre pas. Elle ramassait une noix, une autre noix pour la route. Elle cachait sa douleur dans les petits gestes, et parfois un éclair venait la traverser comme une flèche dans le cœur. « J'aurais dû le tuer !» Alors ses grands yeux noirs se fixaient un instant sur la piste, sur une petite mousse verte, et c'était tant de peine qu'on n'en pouvait plus. Gringo ne voyait rien. Il regardait cette petite forme blanche dans sa barque de flammes, ces grands yeux d'ailleurs qui fixaient. Quoi ? Il sentait encore cette flamme qui monte, cette invasion dorée dans son corps, et puis, quoi ? Un arbre, un autre arbre, encore un arbre et pour toujours. Ils allaient dans le rien brûlant comme deux petits dômes, au début des temps ou à la fin, sous la haute voûte pareille et le grésillement des insectes comme une vrille qui allait transpercer. Quoi ? Car le seul temps, c'était maintenant, et pour toujours maintenant. Il n'y avait nulle part où aller. La seule part, c'était ici, et pour toujours ici.
Ils arrivaient au temps nul et au lieu écrasant. Et quoi? Dans des dizaines de millions d'années ou des milliers d'yeux noirs ou bleus, sous d'autres soleils ou d'autres murmures et d'autres gestes, qu'est-ce qui serait autre, vraiment autre? Il a pris la petite main de Rani. Elle était glacée. « Attends, dit-il, il y a des graines pour les perruches ici, c'est bon. » Et elle a plongé dans le buisson comme un oiseau blessé. On entendait le bruit de la cascade. Alors ils ont couru, comme si cette cascade avait soudain un sens, une amitié. C'était connu, c'était bruissant et frais et chaud dans le cœur. Ils ont escaladé les basaltes noirs dans une débandade de perruches criardes et de lézards. C'était là, un éblouissement de ciel sur la haute marée verte qui roulait et coulait avec ses gorges d'ombre et des crêtes douces, comme un immense bouillonnement d'émeraude mêlée d'or, jusqu'à la mer là-bas, plate et scintillante, comme un lambeau d'infini pris au rocher de la terre. Et l'eau fraîche, cristalline, pour la vieille blessure d'être un homme au milieu du monde, ni bête, ni oiseau, ni lézard, ni petite feuille. Et quoi donc? S'il était ça qu'il est, peut-être l'homme serait-il trouvé, pour tous les temps, tous les lieux, tous les petits maintenant qui vont et viennent et passent et reviennent sans jamais s'arrêter à nulle seconde dorée, comme le soleil dans une petite goutte pleine. Petite reine, elle a dit, il y a l'homme après l'homme. Si on trouvait ça, on trouverait peut-être le lieu, tu comprends, l'endroit. Elle a laissé couler ses doigts dans l'eau fraîche. Il y avait des petites algues qui dansaient. L'endroit, dit-elle en hochant la tête. Mais si elle n'est pas là, il n'y a pas d'endroit. Elle a levé le nez, regardé la forêt, les arbres, tant d'arbres comme un déluge vert avec un petit gringo, une petite ranie, plus loin, encore plus loin, et c'était toujours ici. Elle marchera encore avec nous, tu crois? Mais il y a un endroit, petite reine, je ne sais pas, un endroit où ça doit être plein. Et si c'est plein, elle est là forcément. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plein, tu crois, dans tout ça? Il regardait et regardait la grande houle. Elle regardait et regardait. Il y a des millions et des millions d'années qu'il regardait, peut-être, avec des milliers et des milliers d'yeux d'hommes qui s'étaient ouverts, éteints, rouverts encore et jamais ouverts pour de bon sur la seule chose, le seul petit arbre, la seule petite pousse, quelque chose qui ferait virer ses yeux bleus ou noirs dans leur couleur pour toujours, leur ravissement à jamais, leur sourire de paix sur chaque petite feuille et chaque goutte qui murmure dans le grand torrent. Alors, plus jamais ça ne se refermerait, car ils auraient le trésor du monde dans leur cœur, comme le petit de l'oiseau au creux du nid,
comme l'algue verte au creux de la vague, comme les minutes et les minutes enchantées au creux d'une douceur invariable. Et où était-elle, cette minute-là, ce lieu enchanté, ce là pour toujours? Ils entendirent le son d'une flûte. Une tête embroussaillée a surgi plus bas sous la cascade. Un petit homme s'est assis au bord du rocher. C'était Quigno. Il jouait pour la cascade, ou pour rien. Il laissait perler ses petites gouttes de notes pour être avec la cascade, avec le vent doux, avec rien et tout, avec son cœur qui parlait. Il était parti dans une petite rivière de chant. Et là-bas était ici, maintenant était toujours. Sa flûte montait et montait avec le cri aigre de la huppe, plongeait et s'enfonçait dans la vallée d'ombre où glisse le serpent vert et murmure le criquet solitaire sous la feuille, puis repartait d'un coup d'aile, laissant une petite pluie de notes liquides sur un champ d'azur déchiré. Puis tout s'est tu. Il y avait cette minute-là. Ça vibrait encore au loin, derrière la houle et le scintillement blanc, dans une profondeur d'ici qui semblait se fondre aux profondeurs là-bas et s'égrener à travers une grande mémoire douce comme un arpège sans fin sur des temps de neige arrêtés. Emma semblait sourire là. Mais c'était un rêve. C'était un rêve. Gringo a attrapé un caillou et d'un coup précis l'a envoyé sur la tête de Quigno. « Hé, Quigno !» Il s'est retourné et a hurlé. Il a escaladé le torrent dans un rire. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi ?» Ils ont ri et c'était bon de rire ensemble. « Tiens !» dit Rani, « j'ai des graines et des noix pour tout le monde. » Ils ont mangé et ri encore. « On part ensemble ?» dit Gringo. « Où ?»« Ah, dame, je ne sais pas. » Quigno regardait devant lui, la forêt là-bas et partout. C'est grand. Et on mangera quoi ? Eh bien, tu as des noix, on mangera ce qu'on trouvera. C'est pas beaucoup. Et tu dormiras où ? Je sais pas, dans les arbres. Il y a des bêtes. Tu as peur ? Non, dit Quigno en se grattant la tête. Mais on ne sait pas où on va. Et ici, tu vas où ? Bien, Rani regardait tout cela avec un vague amusement. Tu veux rester avec Vritrou, avec Psylla, avec tous ces gens ? Mais tu veux aller où ? Il n'y a personne là-bas. On n'est jamais allé là-bas. Alors écoute, dit Gringo excédé. Tu peux rester pendant 2737 ans dans la tribu qui fera des petites tribus qui feront d'autres tribus. Et puis si Ma revient, ils la tueront encore. Mais c'est la loi, dit Quigno complètement abasourdi. J'en ai marre de la loi. Écoute Quigno, je ne veux pas te forcer à venir avec nous. Quigno était pâle tout d'un coup. Il serrait sa flûte sur son cœur. Il ne savait pas où aller. Il ne connaissait que le pays de sa flûte. Rani eut pitié. « Dis, Quigno, tu restes ou tu pars ? C'est pareil, on t'aime. Tu viendras jouer de temps en temps ici, sous la cascade, et tu penseras à nous.
Peut-être qu'un jour on se retrouvera, là-bas. De grosses larmes ont coulé sur les joues de Quigno. Il était perdu. Tu te souviens, Gringo? Tu voulais voler. Moi, je vole avec ma flûte. Moi, je veux voler avec mon corps, pas avec des rêves. Le silence est tombé entre eux. La cascade cascadait toujours avec un petit arc-en-ciel. Gringo s'est levé. Il a regardé à l'ouest, au nord, au sud. Par là, c'est la forêt. Par là, c'est encore la forêt. Par là, c'est la serra. Quigno le regardait avec déchirement. On ira par là, dit Gringo en montrant la savane et la mer. Puis il a ramassé quelques algues et des cailloux dans le torrent. Il a pris la main de Rani. Ils sont partis vers l'est. Une petite silhouette a regardé longtemps sur la cascade. Chapitre 35. La gorge violette. Ils ont marché des jours, des mois, en suivant les flancs ronds de la serra où s'enfonçaient parfois des gorges profondes, grondant de rios tumultueux. Ils ont traversé des marécages glauques et immobiles comme un maléfice, débouchés soudain dans des clairières délirantes où piaillent des oiseaux fous depuis des âges, courus avec le rythme, marchés, encore marchés sous la pluie longue et douce comme à travers des algues grises, comme pour des siècles de perdition dans une énorme mêlée d'odeurs, parfois déchirées du cri d'un hara. Ils ont écouté la nuit, écouté le jour, encore la nuit, sifflante, grinçante, pareille, et le tonnerre sourd des arbres géants qui s'écroulent comme un abîme, et le silence qui s'enfonce dans une nuit plus grande encore, immobile, muette, ouvrant des yeux troués sur son propre mystère. C'était sans fin, sans commencement, sans hier ni demain, sans là-bas, deux petits hommes qui marchent, et pourquoi? Ils ne disaient plus rien, ne voulaient plus rien. Ils allaient indéfiniment, un pas, encore un pas, des arbres et d'autres arbres, des cris et d'autres cris, vers l'est, toujours vers l'est, comme deux petites flammes blanches dans le ventre des millénaires. Et soudain, Gringo s'était assis. Sa jambe était gonflée. Il ne pouvait plus. Il n'irait plus à l'est, et il n'irait plus nulle part. Il était arrivé au bout du voyage, au bout de nulle part. Rani le regardait avec des yeux immenses dans la nuit. On entendait un rio gronder dans une gorge violette. Elle a pris un peu d'eau au creux de ses mains pour rafraîchir cette jambe brûlante. Il a secoué doucement la tête. Elle a pris une dernière petite algue
l'a humecté un peu en y ajoutant de la poudre. « Mange !» Il a secoué la tête. Alors elle s'est assise, les mains à plat sur ses genoux, les yeux fixés devant elle. Elle a regardé longtemps devant elle. Gringo ne regardait plus rien. Il écoutait la fièvre monter dans son corps et battre comme à des milliers de petites portes de douleur. Puis des images se sont mises à traverser ses yeux, ou bien lui à entrer dans les images, comme des tas de petits gringos jaillis de partout, vêtus d'une couleur, d'une autre couleur, chacun avec une petite image vivante. Gringo au bord d'un fleuve semé de pigeons blancs. Gringo assis devant la mer où tourbillonnent les mouettes. Gringo à cheval dans une gorge d'Abyssinie, regardant un aigle qui s'envole. Gringo le crâne rasé devant un feu sacrificiel. Gringo sur un trottoir, les joues entre les mains, et des hommes qui passent. Gringo tenant une main blanche et douce parcourue de petites lignes violettes. Cette fois-ci. Puis des hommes encore, 4 par 4, et un étrange Gringo émacié, avec un numéro sur la poitrine et de grands yeux de toujours, des yeux qui regardent, des yeux de partout, bleus, toujours bleus, comme une mer d'où va jaillir la mouette avec un cri, toujours un cri. « Ah !» souffla-t-il. Elle était là, souriante, pareille. « Eh bien, il y a longtemps que je t'attendais. »« Ma, je vais mourir. »« Mourir » dit-elle comme on parle à un enfant. « Et toi, petite reine, tu vas mourir aussi. »« Moi, je vais avec lui. Qu'est-ce que c'est mourir ?»« Ah, dit-elle. Attends, je vais te montrer. » Elle a pris la main de Rani, la main de Gringo, et ils sont partis vers la gorge violette où grondait le rio. Chapitre 36. La trame. Ils sont entrés dans la gorge violette. Elle était très haute, bordée de grandes fougères. C'était un bruit assourdissant. Ils semblaient si petits tous les trois, et si blancs dans cette énorme faille couverte de lichen mauve. Un aigle s'est envolé avec un cri. Gringo levait la tête et regardait. Et en même temps, c'était très silencieux, comme si l'on entrait dans une cérémonie. Au bout, la cataracte éclairée d'en haut ressemblait à une colonne de lumière. Ils avançaient tous les trois comme dans les couloirs de Thèbes et d'autres couloirs au bout de la longue marche quand le temps s'effrite et devient doux comme une patte d'oiseau sur les sables blancs. Ils arrivèrent au pied de la cataracte. De gros blocs noirs giclaient d'écume et faisaient le dos rond comme d'immobiles gardiens. Ma a laissé la main des enfants contourner le rocher.
L'eau coulait blanche et lisse. On aurait dit un miroir. « Suivez-moi. » Elle tendit les mains et traversa le miroir liquide. Gringo prit la main de Rani. C'était très doux. Ils traversèrent le miroir liquide. Le bruit semblait s'être effacé derrière un mur. Une lumière pâle éclairait l'immense faille de basalte comme taillée d'un coup de tonnerre. Les arêtes vives luisaient. Ma allait devant, presque lumineuse dans la pénombre. Gringo ne sentait plus sa jambe, plus les douleurs. Tout était étrangement immobile dans son corps et tranquille. Si tranquille qu'il ne lui semblait pas avoir de poids. Le poids, c'était seulement la vieille trépidation. Et il n'y avait plus de trépidation. Il y avait seulement un mouvement lent et doux, comme d'un cygne qui glisse sur les eaux et s'enfonce lentement dans sa propre neige. Et loin, très loin, dans un silence si profond qu'il semblait revenir à travers des éternités de cristal, on entendait un sourd battement de cloche. La faille se resserrait. Ma s'est arrêtée. Maintenant, c'était comme un voile opaque. On devinait à peine des lueurs pâles sur les arêtes de basalte. Gringo sentit quelque chose de froid et collant qui enveloppait son corps, comme un filet. Rani serrait sa main très fort. « Maintenant, tu es aux confins de ton corps. » dit Ma d'une voix neutre. Gringo essayait de se dépêtrer de cette trame collante. « N'essaie pas, dit Ma. Ce n'est pas comme cela qu'on fait. Tu vois, tu es bien ficelé, ajouta-t-elle avec cette petite ironie qui ne la quittait jamais. Simplement, tu pousses et tu avances. Gringo poussait et avançait, pied à pied. Soudain, Vritrou est apparu, tout noir et menaçant. « Tu ne passes pas, tu n'as pas le droit de passer. » Gringo l'a regardé. « Tu peux aller au diable. Montre-moi ton pouvoir. Es-tu plus grand que la loi ?» Et Vritrou semblait devenir de plus en plus énorme à mesure qu'il parlait et que Gringo écoutait. « Sais-tu que tu vas mourir si tu passes ? » ?»« Je n'ai pas peur de mourir. »« Et toi, petit serpent ?» dit-il en s'adressant à Rani. « Tu es laid, dit-elle simplement. Eh bien, essayez donc. Vous êtes tout seul. Ma vous a abandonné. Vous êtes dans l'illusion. Et Ma avait disparu. Il faisait complètement noir maintenant. On respirait mal. Avec ses mains, Gringo pouvait toucher les arêtes noires et se filer autour. Et la faille se refermait sur elle-même. Rani haletait. Et le bruit de cloche semblait grandir. Gringo et Rani poussaient sans avancer. Ils poussaient et le filet revenait comme un élastique. C'était
suffocant. Hein? Ricanait Vritrou. Tu veux quitter la tribu? C'est toi qui m'as chassé. Tu veux sortir de la loi? Tu en as marre d'être un homme? Oui. Mais on n'en sort pas, petit, dit-il d'un ton presque gentil. On meurt, et puis c'est tout, et puis on recommence. Le corps, ça se décompose. Est-ce que tu as jamais vu un iguane voler? Je n'ai jamais vu, mais je sais. Est-ce que tu as jamais vu un oiseau sortir d'un homme? Je n'ai jamais vu, mais je sais. Tu veux devenir quoi? Je ne sais pas, mais je sais. Et quel est le chemin pour en sortir? Tu connais le chemin? Est-ce qu'il y a seulement un chemin? Gringo ne répondit pas. C'était le silence de nouveau, et ce bruit de cloche qui montait. Il sentait à peine la main de Rani. Le chemin. Quel était le chemin? Il poussait cette chose gluante et noire, et ça revenait. « Ma !» cria-t-il. Personne ne répondit. « Ah, tu vois bien, dit la voix dans la nuit. Elle est morte, elle aussi. Ce n'est pas vrai, dit Rani. Et il y avait une telle intensité dans cette petite voix que Vritrou s'est tu, et tout s'est tu un instant. Vous êtes tout seul dans l'illusion, reprit-il. Eh bien, j'aime mieux mourir dans cette illusion que vivre dans ta certitude, dit Gringo. Vraiment? Alors, faites selon votre folie. Et il disparut. Le chemin, quel est le chemin? Répétait Gringo. Rani! Elle ne répondait pas. Il sentait sa main glacée. Gringo poussait contre cette chose qui était comme les mailles de son propre corps. Mais tu vas mourir si tu sors de là, elle va mourir. Alors Gringo s'est arrêté. Il n'y avait plus de chemin. Il n'y avait plus rien que cette pression suffocante et la cloche qui montait dans la nuit. Il était au bout de la vie. « Ma !» cria-t-il encore une fois. Personne ne répondait. « Elle est morte, elle est morte !» entendait-il à ses oreilles. « Il n'y a que la mort au bout, la mort au bout. » Il haletait, une sueur froide couvrait son corps. « Tu es sûr que tu ne veux pas revenir à la lumière du jour? Tu sais, les grillons sur l'Igapo, tu sais. » Alors Gringo n'a plus bougé, plus essayé de tirer sur ses mailles. Il s'est serré tout contre ce battement qui battait encore dedans, ce creux de chaleur au fond. C'était comme de l'or chaud dans une gangue noire et froide. Il n'y avait plus de désir dans son cœur,
plus d'espoir dans son cœur, plus de prière, où la prière était cet or même qui battait, battait encore. L'espoir était cet or même, le chemin ou pas de chemin était cet or. Seulement cet or, c'est tout ce qui reste au monde. Un petit battement d'or sous la nuit froide. Et Ma, Rani, était seulement ce petit souffle au fond, sans mots, sans espoir, sans désespoir, sans rien qui vaille ou ne vaille pas. Un petit feu qui brûlait, un rien du tout brûlant. Et même au fond de l'enfer, c'est là, c'était la seule chose qui est. Gringo a coulé là. Il a dit adieu à la vie, adieu à Ma, adieu à Rani. Il a dit adieu au soleil et à tous les soleils. Et c'était comme un soleil, tout petit soleil au fond. C'était chaud et plein, comme un rayon d'or dans une petite goutte d'être. C'était d'une densité presque effrayante et immobile. Tout s'est arrêté là. Alors Gringo a fermé les yeux. Il a dit adieu à Gringo. Et c'était soudain infiniment tranquille. Il a entendu comme une voix d'enfant qui disait au loin, avec une douceur, un charme si pur, d'un ton cristallin, comme l'évidence même, comme un sourire au bout. Tout est beau. Et puis, il n'y avait plus que cette beauté-là. C'était transparent, c'était léger, ça ne demandait rien, ça ne prenait rien, c'était comme de l'amour, pur, pour rien, sans rien. Ça regardait avec de grands yeux d'infini. C'était innocent. Ça n'avait pas de taille, pas de mesure, pas de grandeur. C'était un battement simple, un battement d'or, mais pas comme de l'or, comme de la pureté pure. Et si léger que c'était partout, si beau que c'était comme de l'amour dans tout, simple, évident. Une myriade de petits battements d'or qui se gonflaient, se déliaient pour aimer partout, embrasser tout, danser partout, être infiniment une infinitude de petites joies pures, pour rien, parce que c'est beau d'être, c'est charmant d'être, et d'être encore et partout et toujours. Il n'y avait plus de Gringo. Il y avait une myriade de petites bulles denses comme autant de petits soleils de joie qui se gonflaient, passaient à travers tout, souriaient à tout, s'épanouissaient d'une aise infinie
comme si ça respirait par des milliers de pores de joie, fusait partout comme des millions de colibris d'or soudain lâchés dans un cerisier. Et Gringo est passé à travers la trame. C'était un immense carillon d'or. Emma était là, et Rani était là. Il y avait une porte d'or devant eux. « Eh bien, tu n'es pas mort ?» dit-elle avec son petit air de malice. « Viens maintenant. Je vais vous montrer le monde nouveau. » « Oh, pas si nouveau, c'est très vieux. Mais enfin, on ne s'en aperçoit pas. » Et dans un rire, elle a ouvert la porte d'or. Elle n'a pas eu besoin de l'ouvrir. Ça a sauté comme une bouteille de champagne. « J'ai eu chaud, » dit Gringo. C'est tout le mensonge qui collait. La loi, comme dit Vritrou. Un mensonge légal et irréfutable. Maintenant, ouvre les yeux et contemple. Par quel côté veux-tu commencer? Le bout, le milieu, le commencement? Parce que c'est tout en même temps. Allons, ne fais pas cette tête. Puis elle s'est mise à rire comme si elle voyait quelque chose. Un jour, je les déficellerai tous comme toi, et ils feront une drôle de tête.